Que je voulais dire sur Golf 5 concernant le sénateur, comme je le rappelais tantôt, le surnom d'Aboka, quand on était au campus, s'appelait sénateur. Donc c'est son nom. Donc voilà. Donc j'en ai fini pour le Golf 5. Maintenant on va attaquer les inondations. C'est le dernier sujet. Je suis un peu fatigué, mais on va terminer ça vite fait. Alors, les inondations. On en a énormément parlé, on continue de parler parce qu'on est toujours en pleine saison pluvieuse. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir. Et les Togolais ne sont pas au bout de leur calvaire. Et quand on a lu le dernier communiqué du gouvernement qui a rejeté la responsabilité sur les citoyens et la nature, on est un peu éberlué. On a en face un gouvernement qui semble dire « je suis dépassé par les événements, je ne sais pas quoi faire » et qu'ils sont à genoux dans une chapelle en train de prier pour que la saison pluvieuse passe très vite et pour que nous, qui aimons crier dans leurs oreilles, on puisse se taire un peu. Mais ce communiqué, qui d'ailleurs n'était signé de personne, et ça aussi c'est curieux pour un gouvernement. On a un gouvernement avec un visage bien défini, même s'ils sont en pleine gestion des affaires courantes, il aurait fallu que quelqu'un, juste par respect aux populations, signe ce communiqué. Si le Premier ministre ne veut pas signer, le ministre des Travaux publics ou le ministre de l'Assainissement ou quelqu'un peut signer le communiqué. Justement parce qu'ils savent que ce qui est dans le communiqué n'était pas vraiment... tout ce qu'on a raconté dans le communiqué n'était pas vraiment des choses qui étaient à leur place, que personne ne voulait signer le communiqué. Alors, sur la question, on a vu le dernier décompte de l'ANPC. Quand vous suivez le dernier décompte de l'ANPC, c'est tous les quartiers de Lomé qui sont inondés. Tous les quartiers, sans exception. Alors, si tous les quartiers de Lomé ont les pieds dans l'eau, comment se fait-il que le gouvernement puisse se permettre de dire que c'est parce que les populations construisent dans les zones inondables? Nous avons plein de ministres qui ont construit et qui sont dans les quartiers qui ont leurs maisons inondées. Sani Yaya vit à côté d'une retenue d'eau. Le président de la Hakia, Léo Domi, là-bas, il est dans une zone inondable. Totalement, une retenue d'eau à côté de lui. Quand il pleut, pour rentrer chez lui, c'est la croix et la bannière. Et Ave Maria là-bas, l'ancien ministre Charles Kondi Agba, il est dans une zone, sa maison est inondée. Il y a plein qui sont inondés. Est-ce que eux aussi, les ministres qui sont au gouvernement, ont construit dans les zones inondables? Est-ce que le marché des Djiranaoué qui est... parce que quand on rejette la responsabilité sur la population, parlons-en. Quand on dit que ce sont les populations qui construisent dans les zones inondables, c'est pour ça qu'elles sont inondées, parlons-en. Mais les ouvrages publics, qui les a construits? Quelles sont les études qui ont été faites avant de les construire? L'école primaire publique de Zokaleba, à Blenkome, c'est ça, non? Ou bien je me trompe? Zokaleba, c'est une école célèbre. Est-ce que l'école primaire publique de Zokaleba, ceux qui l'ont construit, ils ne sont pas responsables? Parce que c'est une école qui est inondée. Je pense même qu'aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. L'école primaire de Nyekonakwe, qui est totalement envahie par l'eau. Et ce sont les populations qui sont allées construire cette école. Le marché de Djiranaoué, qui a les pieds dans l'eau, tout le marché est dans l'eau. Est-ce que ce sont les populations qui sont allées construire cet ouvrage? C'est Udecto qui a construit ça. Le marché de Thévier, récemment inauguré, dont les vidéos d'inondation tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Ce sont les populations qui sont allées construire ça? C'est l'État. Alors, si l'État même construit des ouvrages qui se retrouvent inondés, pourquoi l'État accuse les populations de construire dans les zones inondables sans permis de construire? Il y a un ancien commissariat à Routigomé, avec même des villas de logement pour les policiers à côté.
il y a ceux qui vivent à Moutigomé. Il y a un ancien commissariat quelque part là-bas à Moutigomé. Avec les policiers qui étaient là-bas avant, c'était un commissariat. Aujourd'hui, vous arrivez là-bas, l'eau est au niveau de la dalle de la maison. Il n'y a plus de commissariat, tout a déserté. Mais c'était un commissariat. Qui a construit ça? C'est l'État. Le marché de Diranaoui, qui l'a construit? C'est l'État. Le coût primaire de Côte-d'Ivoire, c'est l'État. Zokaleba, c'est l'État. Le marché de Tchévier, c'est l'État. L'hôpital Sylvanus Olympio est inondé. On a vu les vidéos entre-temps. Qui l'a construit? C'est l'État. Donc, c'est une pirouette. C'est une manière de se débiner que de dire que les gens sont dans l'eau parce qu'ils sont allés construire dans des zones inondables. Si c'est le cas, alors c'est tout Lomé qui est dans l'eau. Donc, il faut raser tout Lomé. Ça, c'est le premier argument qui ne tient pas. Le deuxième argument, le gouvernement s'en remet à la nature en disant oui, c'est le dérèglement climatique. D'accord. Il y a longtemps que le phénomène El Niño a été prévu. Il y a eu des études, il y a eu des alertes. On a un ministère de l'Environnement, on a un ministère de l'Assainissement. Il y a des études, il y a eu des débats partout sur le phénomène El Niño. Et il a été dit que la côte ouest africaine va être frappée par ce phénomène pour les prochaines années. Et ça a commencé depuis 3 ans. Et les prochaines années, ça va être encore plus dur. C'est un phénomène d'orage, de pluie. Et vous allez constater que quand il pleut maintenant, c'est accompagné de vents violents. C'est accompagné de vents violents, des vents qu'on ne voyait pas avant à Lomé. C'est le phénomène El Niño. Ça a été étudié longtemps. Il y a des rapports, il y a des spécialistes qui ont fait des débats. Pourquoi nous, l'État qui est prévoyant, n'a pas vu ça venir pour prendre les dispositions? Donc, les arguments de l'État qui consistent à dire, écoutez, les gens construisent dans les zones inondables, ça ne tient pas. Parce que même la présidence à Kékélabaye est dans une zone inondable. Quand on construit, l'État, la présidence de Lomé 2, la présidence de Kékéla, c'est dans une zone inondable, elle a été inondée 1 fois ou 2 fois. Je ne sais pas si vous l'avez appris. Donc, ce n'est pas un argument qui tient. Lomé, c'était une très belle ville qui avait ses propres caractéristiques, qui avait ses réalités naturelles. Il ne fallait pas désorganiser la ville. Donc, vous avez la vieille ville qui se trouve entre la mer et la lagune. C'était le premier plateau. Donc, quand il pleut, toutes les eaux de cette vieille ville-là, une partie va dans la mer, une partie va dans la lagune. Le système, c'est un système continu jusqu'à Baguida. Donc, c'était le premier plateau. Après, il y a le deuxième plateau qui est la colline du camp Hérité, qui était à l'époque une brousse. Donc, hôpital, camp Hérité, jusqu'au Serfer, tout ça, c'était une brousse. Donc, c'est le deuxième plateau. Et naturellement, ceux qui se sont installés sur ce plateau-là, les eaux devaient être canalisées vers la lagune. Donc, tous ceux qui sont Huiti et toute cette zone, Serfer, Solidarité, tout ça, Kodom et tout ça, les eaux devaient être canalisées vers la lagune. Donc, ça, c'est le deuxième plateau. Après, tu as le troisième plateau qui est un peu plus loin. Agoué, Sorade, Kelegougan, Agoué, Vaposito, tout ça, toute cette zone-là, les eaux devaient être canalisées vers le bassin de Zion et Diaglé. C'était plus simple que ça. Alors, les mauvais génies, autant des Adéma, que sont les Mivédor et Barké, qui étaient à l'époque les ingénieurs qui étaient au TP, ministres et puis je ne sais pas, directeurs, ont décidé, pour un, des raisons de sécurité, et 2, des raisons d'économie, d'aller chercher des Hollandais pour assécher la lagune. Les Hollandais, leur spécialité, c'est de gagner des terres sur l'eau et non d'assécher l'eau pour faire venir la terre. Donc, c'est de gagner des terres sur l'eau. Mais nous, on n'a pas un problème de manque de terre. Mais il fallait laisser la lagune et que la lagune garde son lit naturel pour évacuer l'eau. Parce que c'est un système naturel qui conduit l'eau jusque dans le lac Togo. Donc, une fois qu'on a asséché la lagune, parce qu'on ne voulait pas, on disait qu'on ne voulait pas faire de longs ponts, comme on a fait les ponts à Abidjan, comme on a fait les ponts à Cotonou,
Donc, on ne voulait pas faire de grands ponts entre le premier plateau et le deuxième plateau, c'est-à-dire entre la colline qui est tout autour de lycée de Tokoin, Saint-Joseph et tout ça, et la lagune. On ne voulait pas faire de grands ponts. Donc, on a asséché la lagune pour faire des ponceaux. Donc, quand vous descendez la colline de l'hôpital, vous voyez un ponceau sur lequel l'eau peine à circuler. Quand vous descendez la colombe vers la moitié, vous avez un ponceau. Quand vous descendez, comment on appelle, Ranco, pour aller à la gendarmerie, l'ancienne gendarmerie, ou bien au rond-point de commissariat central, vous avez un ponceau. Donc, du coup, l'eau a des difficultés à circuler. Donc, c'est la première désorganisation même du système. Et nous payons le prix aujourd'hui, en fait. Nous payons le prix aujourd'hui, en fait. Donc, en réalité, aujourd'hui, pour régler le problème, il faut réouvrir la lagune. Il faut redonner à la lagune son chemin naturel pour canaliser l'eau jusque dans le lac. Parce que à Baguida, là-bas, Maya Kopé, toutes les zones où les gens se plaignent qu'il y a les inondations, c'est le lit de la lagune. Donc, quand on a séché la lagune par ici, les gens ont construit dans le lit de la lagune. Mais quand vous déviez la direction de l'eau, vous payez cash. Vous payez cash. Donc, il faut réouvrir la lagune. Et ça nécessite des investissements énormes. Toute la zone de le Togo, là où on a mis cinéma, Godopé, le marché, il faut la place banque, il faut réouvrir tout ça. Et prolonger la lagune jusqu'à sa chute. Parce que c'est un phénomène qui, depuis la Sierra Leone, qui traverse plusieurs pays, qui arrive au Togo. Il faut réouvrir la lagune. Maintenant, il y a des cuvettes ou des talvecs que les gens ont envasé par des maisons. Tout autour du campus là, dans le quartier du Massissé, dans la zone de Abové, tout ça. Il y a des dénivellations là-bas, il y a des talvecs là-bas, il y a des cuvettes. Il ne fallait pas construire dedans. Les gens ont construit dedans parce que l'État était défaillant. Tout ça, ça redirige l'eau ailleurs. Vous avez la retenue d'eau de Lomé 2 qui est du campus qui ramène toutes les eaux de la caisse, qui est aussi débordée. Alors qu'on aurait pu diriger l'eau là ailleurs. Donc aujourd'hui, on va s'en sortir difficilement. On va s'en sortir difficilement parce que toutes les dénivellations, toutes les zones naturelles, les petites cuvettes qui auraient pu être protégées à Lomé, mais les gens ont construit partout avec l'État lui-même, la caution de l'État. Donc ça va être compliqué. Et donc, vous avez tous ces gens-là qui ont des maisons. Vous allez à De Lyon. Il y a la maison d'un ancien Premier ministre là-bas à De Lyon. Le siège de la CNDH, c'est inondé. Est-ce qu'on va dire que le Premier ministre a construit dans une zone inondable? Il y a une maison d'un ancien Premier ministre là-bas à côté de Lyon. La maison là sert aujourd'hui de siège de la CNDH. C'est inondé toute la zone. Est-ce qu'on peut estimer, on peut accuser cet ancien Premier ministre d'avoir construit dans une zone inondable? Non. Donc le problème est ailleurs. Donc il revient à l'État de prendre ses responsabilités et de soulager les peines des citoyens. Parce que quand les gens sont débordés, à Lomé, il n'y a pas de gymnase, il n'y a rien, il n'y a pas de lieu où on peut recaser les gens, ne serait-ce que provisoirement. Il y a un centre qu'on a créé à Goignivé, vers l'école vers le camp GP, mais c'est le camp GP pour recueillir les sinistrés, mais c'est des chambrettes qu'on a construites. Mais si moi je suis inondé à Baguida et à Kogan, on va m'amener jusqu'à quand GP dans des chambrettes? Non. Bien évidemment, quand les sapeurs-pompiers viennent, ils veulent déplacer les gens refusent. Normalement, l'État doit concéder des prérogatives aux maires et que dans chaque mairie, on construise des écoles avec des centres culturels, des gymnases, et quand il y a inondation, c'est dans ces endroits-là qu'on abrite les gens provisoirement. C'est ce qui se passe dans tous les pays civilisés. Qu'on donne les moyens aux maires de construire des gymnases dans les quartiers, des centres culturels, des lieux de danse pour les jeux, les enfants. Comme ça, quand il y a des problèmes, on loge les gens là-bas provisoirement. Parce que dans ces centres, ces gymnases, il y a des toilettes, il y a des endroits, on peut dérouler des couchettes, des lits provisoires pour que les gens dorment. Le temps qu'on règle le problème d'eau dans leur maison. Donc, si moi je suis inondé à Kogan, on va aller me chercher pour que j'aille habiter une chambrette insalubre au camp GP à Agouin. Non, je vais refuser.
Donc du coup, les gens sont dans leur maison, les pieds dans l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour abriter les sinistrés. Il n'y a pas d'infrastructure pour abriter les sinistrés. Donc, je pense qu'il y a un travail énorme à faire. Souvent, on dit oui, on critique, mais quand nous critiquons, on sort aussi des propositions. Depuis 5 ans que nous sommes confrontés à ces inondations qui sont d'une ampleur, pourquoi le gouvernement ne convoque pas les états généraux du secteur? Depuis 5 ans qu'on a les inondations, pourquoi le gouvernement ne convoque pas les états généraux de toutes les compétences dans le secteur pour discuter des solutions à long terme? On a les ingénieurs, on a les universitaires qui maîtrisent le problème, on a des architectes, on a des urbanistes, on peut faire venir des intelligences de l'extérieur, des experts. On peut convoquer les états généraux, ne serait-ce que 3-4 jours pour débattre de la question des inondations à Lomé et sortir des recommandations, aller trouver des moyens. Pourquoi le gouvernement ne fait pas ça? Chaque année, on se contente de communiquer. On dit, ah, c'est pas moi, c'est la nature. Bon, débrouillez-vous. Vous savez pourquoi ils font ça, ces gens de communiquer, ils s'en lavent les mains? Parce que dans tous les pays organisés, où les citoyens ont des maisons sécurisées, assurées plutôt, où les citoyens ont des maisons assurées, quand il y a inondation, quand il y a des catastrophes naturelles, le préfet du département est obligé de prendre un décret pour consacrer la catastrophe. Cela oblige les assurances à payer ceux qui ont assuré leur maison. Donc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou dans des pays en Occident, quand il y a une catastrophe naturelle et qu'on prend un décret pour consacrer la catastrophe naturelle, les propriétaires des maisons sont tranquilles parce qu'ils savent que l'assurance va payer. Mais au Togo, les individus eux-mêmes ne sont pas encore assurés, personne n'assure les maisons. Mais il y a quelques institutions qui assurent leurs immeubles. Attention. Il y a quelques institutions qui assurent leurs immeubles. Donc, si ces immeubles se retrouvent dans ce genre de situation, l'État est obligé de faire la constatation. Donc, ce communiqué, c'est aussi une manière de s'en laver les mains pour dire, bon, nous n'avons aucune responsabilité, donc débrouillez-vous, c'est vous qui êtes allé construire dans les zones inondables, c'est la nature, voilà, nous, on en est pour rien. Donc, tant qu'on n'aura pas fait les états généraux, par exemple, de ce secteur-là, pour convoquer toutes les intelligences du pays, les ingénieurs, les ingénieurs des travaux publics, les experts, l'ordre des architectes, l'ordre des géomètres, pour poser le vrai problème de la ville de Lomé et sa banlieue, pour savoir comment on va le régler définitivement. Chaque année, on aura les mêmes inondations et on ira de mal en pire. Soyez convaincus, on ira de mal en pire. Parce que le phénomène El Niño a été déjà annoncé. Chaque année, on sera frappé. On sera frappé. Donc, il revient aux dirigeants de prendre le problème à bras le corps. Vous comprenez pourquoi je dis nous devons être exigeants avec nos dirigeants. On n'a pas mis les gens à la tête du pays. Bon, ils se sont mis eux-mêmes, mais ils ne sont pas à la tête du pays. On les entretient pour qu'ils restent là-bas sans travailler. Les citoyens doivent être exigeants et demander des comptes aux dirigeants. Mais vous êtes là pour travailler. Vous n'êtes pas là seulement pour apparaître dans les grandes conférences, pour marcher sur le tapis rouge, pour faire des dîners de gala. Vous êtes là pour travailler pour le bien des citoyens. Donc, autant que nous sommes victimes de leur laxisme, de leur incompétence, de leur manque de vision. Et donc, nous devons leur demander des comptes. Donc, si nous ne faisons rien, chaque année, nous serons dans l'inondation. Et donc, les quartiers qui n'étaient pas inondés hier sont inondés aujourd'hui. Et ça va continuer. Parce qu'on ne veut pas régler le problème en profondeur. Allons au Bénin. Quand vous êtes dans une classe et qu'il y a quelqu'un de plus intelligent que l'autre, il faut apprendre auprès de lui. Allons au Bénin pour voir comment Talon est en train de régler le problème. Et copions, même si on peut copier honteusement, copions un peu de ce qui se fait bien là-bas pour venir régler le problème à Lomé. Talon, à Cotonou, est en train de mettre les moyens, je l'ai dit plusieurs fois, même pour rendre la ville de Cotonou agréable. Puisque les gens, comme dans tous nos pays en Afrique, les gens ont vendangé les réserves administratives, il n'y a pas de carte de vie, il n'y a pas de lieu de sport, il n'y a pas des parcs dans la ville.
Talon est en train même d'acheter des maisons. Il peut dire, ce carré, je l'achète. Il y a 4 ou 5 maisons. Même si ça coûte 1 milliard, il achète, il crée des espaces verts. Pour permettre aux gens, quand ils sortent de leur maison, d'avoir des lieux de repos. Il achète des maisons dans des quartiers. Il achète l'ensemble des maisons. Imaginez qu'on vienne vous dire, dans un quartier à Djoumassé là-bas, on met 4 maisons ensemble, on dit on veut l'acheter à 1 milliard. Les gens vendent rapidement pour aller acheter quelque chose à Zanguera, à Djagbel, tout ça. Et donc, on récupère ces espaces-là, on les transforme en des places publiques, à des jardins, pour le bonheur de la population. Donc, les retenues d'eau à Lomé, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Parce que les retenues d'eau, c'est aussi une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que Lomé, c'est déjà une ville engorgée d'eau. Le sous-sol de Lomé, il y a de l'eau partout. Vous avez certainement fait l'expérience. Il suffit de creuser un peu, vous avez l'eau. La région maritime, c'est la région qui a plus de l'eau dans sa nappe phréatique au Togo. La carte le dit. Et donc, plus vous creusez, mais plus vous faites monter l'eau du sol. Vous avez beau dire, ouais, on va mettre le ciment en bas, le béton, mais l'eau va s'infiltrer. C'est qu'on fait des pluies, l'eau va monter. Donc, les spécialistes qui sont là-bas, vont vous dire que la solution, ce n'est pas le retenue d'eau. Vous creusez, plus vous allez en profondeur, plus vous faites monter l'eau en attendant la pluie. La solution, c'est les égouts. C'est des grands canaux de drainage de l'eau. Que ce soit souterrain ou ouvert. C'est ça qu'il faut. Après, récupérer quelques endroits où les gens ne doivent pas construire. En faire des lieux, des jardins publics, planter des arbres, récupérer des endroits. Donc voilà, chers compatriotes, ce que j'ai tenu à partager avec vous ce dimanche. J'ai été quand même un peu long. Je sais qu'il y a eu quelques questions qui sont en attente. Je vais regarder si je peux répondre à certaines questions. Je les réponds. Il y a des gens qui disent pourquoi je ne... non, j'aborde les sujets tels qu'ils me parviennent. Hein, et donc, ne vous inquiétez pas, à chaque fois que j'aurai de bons sujets, j'en parlerai. Tout ça, c'est pour que la gouvernance dans notre pays soit améliorée pour le soulagement des populations. On le fait pour tout le monde. Moi, je suis là. Je reçois énormément de messages des compatriotes de tout le pays, d'Apao, Mango, Kwenja, Djarbanga, tout ça. Les gens n'expriment que des préoccupations. Et c'est là où vous voyez, en recevant ces messages, vous mesurez le niveau de détresse des Togolais. Tous les messages que les gens vous envoient, même dans les zones où le parti au pouvoir dit avoir gagné haut les mains, il n'y a que des préoccupations. Donc vous sentez le niveau de détresse des Togolais. Et moi j'ai la cartographie. J'ai des éléments de sondage qui me permettent de savoir que les Togolais sont désespérés. Donc ceux qui dirigent le Togo, qui font le petit malin dans leur bureau, ils ne savent pas ce qui va se passer. Parce qu'ils n'ont même plus de solution au problème. Les gens sont à bout. Sur l'ensemble du territoire. Que ce soit Kara, Bassa, Guérékouka, Sokone, partout il y a des problèmes. Les gens vous appellent, vous interpellent et vous envoient des préoccupations. Lomé n'en parle pas. Les gens sont à bout. Donc, il y a, je ne sais même pas comment dire, il y a une césure entre les citoyens et les gouvernants. Les gouvernants se retrouvent dans une bulle. Les gouvernants se retrouvent dans une bulle. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans le pays. Tant qu'ils sont dans leur quartier UP là, à la caisse, à la cité du Millénium, et qu'ils prennent l'avion, ils vont, ils viennent, ils sont tranquilles. Ils ne savent pas ce qui se passe au fin fond du Togo. Parce qu'ils ne descendent pas dans la boue. Les gens n'ont même pas de quoi manger. À Lomé, dans plusieurs quartiers là-bas, la TDE n'arrive même pas à donner de l'eau aux citoyens. Mais les gens payent les factures chaque fin du mois. Les robinets sont vides, mais on amène les factures. Les gens sont à bout. Ils ne savent pas ce que les gens pensent. Mais il y a une colère qui monte dans le pays. Pour le moment, bon, on se bat pour sécuriser le fauteuil présidentiel, mais vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous voyez comment, quand un barrage veut rompre là, le barrage arrive à un moment donné, il doit céder là.
il y a des fissures là. Quand l'eau sort, vous voyez la pression, la force de l'eau. Il faut faire très attention. Et surtout faire très attention à un peuple qui encaisse, qui ne dit rien. Parce que le jour où le bouchon va sauter là, je continue de vous le dire, vous n'aurez même pas le temps de fuir. Et donc, c'est le sentiment qui anime les Togolais sur l'ensemble du territoire. Les gens sont à bout. Les gens n'ont pas de quoi manger. Les gens ont des difficultés à joindre les deux bouts. Les gens n'ont pas de boulot. La situation est difficile partout. Mais vous êtes tranquille, vous pensez que vous dirigez un pays où les gens sont soumis. Non. Donc, moi, je vais continuer par relayer. Tant qu'on relaie, si ça peut permettre à des dirigeants, bon, c'est eux qui sont là, je l'ai toujours dit, tant qu'ils sont là, il faut les amener à travailler. Et donc, voilà, parce que ils sont là pour travailler, ils sont payés pour travailler. On ne va pas les laisser là, tranquilles, à ne rien faire. Donc, voilà ce que je voulais partager ce dimanche avec vous. Et je tiens à dire merci à tous ceux qui sont restés en ligne pendant ces 2 heures de temps, peut-être un peu plus, pour suivre ce direct. Et aujourd'hui, il y avait tellement de sujets. Moi-même, je suis un peu fatigué, mais je pense que en faisant ce genre d'exercice, en remontant toutes ces informations qu'on reçoit, les petites enquêtes que nous faisons derrière, ces directs participent aussi à soulager les populations parce que les gens savent qu'il y a des voix qui portent leurs revendications. Maintenant, aux dirigeants de décider de se mouiller ou de ne pas se mouiller. Ils veulent travailler, ils travaillent, ils ne veulent pas travailler. Bon, un jour, voilà, un jour peut-être les gens décideront de mettre fin à tout ça. Donc, moi j'estime que voilà quoi, j'estime que il faut porter la voix de ceux qui n'ont pas les moyens de parler. Et souvent, quand je fais les directs, il y a des gens qui font des commentaires parfois désobligeants, qui disent « Ouais, pourquoi Ferdinand a dit ça? Il aurait dit ça depuis. Pourquoi il a dit ci? Pourquoi il n'a pas dit ça tôt? Ce qu'il dit là, on le sait déjà. » Écoutez les gars, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, la parole est libre. Hein. Si vous avez vous-même une information, vous pouvez parler. Moi, je dis ce que je sais. Si vous le savez depuis et que vous ne l'avez pas dit, c'est votre problème. Moi, je le sais. Si je le sais, c'est moi qui juge quand est-ce que je dois le dire. Vous ne savez pas pourquoi je le dis maintenant, pourquoi je ne l'ai pas dit hier, pourquoi. Donc, si vous le savez, allumez votre caméra. Hein, la manière dont vous faites les audios sur les réseaux sociaux, dites ce que vous savez et assumez. Moi, c'est ce que je peux faire, c'est ce que je fais. Ce que je peux faire, c'est ce que je fais. Avec mes qualités, mes défauts. Je ne suis pas quelqu'un de parfait. J'ai pas mal de défauts, mais j'essaie de faire quelque chose. C'est aussi ma manière d'apporter ma contribution. Maintenant, les réseaux sociaux sont là. Si quelqu'un aussi veut... L'essentiel, c'est que nous tous, nous travaillons à relever ce pays. Donc, moi, je fais ma part. Ceux qui sont là, à trouver les poux sur les têtes rasées, là, à raconter des conneries dans les audios, tout ça, là. Rien à foutre. Rien à foutre. Je ne sais même pas que vous existez. Rien à foutre. Moi, je fais ma part. C'est parce que nous, on aime le Togo qu'on le fait. J'aurais pu ne pas le faire. J'aurais pu ne pas prendre énormément de risques. J'aurais pu ne pas le faire. J'aurais pu m'occuper aussi, comme tous les autres, être sous l'arbre quelque part, en train de boire une bière, de manger des brochettes, être tranquille. Je peux le faire ça aussi. Mais j'estime que le Togo, c'est notre pays. Et qu'on n'a qu'un seul pays. Et que si notre pays ne va pas bien, c'est que nous aussi, nous n'allons pas bien. Et que le Togo, c'est la seule fierté qui nous reste. Et quand on parle mal du Togo quelque part, parce qu'il n'y a pas de bonne gouvernance, il y a la corruption, ça doit nous toucher tous, Togolais. Donc c'est ce travail-là que certains comme nous, on essaie de faire. Avec tous les risques, avec tous les colibés qu'on reçoit, toutes les insultes, tous ceux qui se cachent derrière les faux profils qui viennent nous insulter parce que, bon, on critique leur champion. Donc, si quelqu'un sait qu'il a des secrets, il peut aussi le dire. Il n'est pas dit qu'au Togo, c'est ce seul Ferdinand qui puisse parler. Non. Donc, des gens peuvent aussi ouvrir leur micro et dire ce qu'ils savent du pays.
Et chacun assume ses responsabilités. Donc, ce que moi je sais, c'est ce que je fais. Ce que je sais, c'est ce que je dis. Et je le dirai tant que j'aurai du souffle. Parce que c'est pour notre pays. Et ça concerne tous les Togolais. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Je remercie tous ceux qui sont restés en ligne pendant tout ce temps. Ça a été un peu long, très long d'ailleurs. Et je vous dis merci. Merci pour tout. Nous sommes dans la deuxième semaine du mois de juin. Nous sommes à la moitié de l'année. Donc, je souhaite à chacun un très bon mois de juin. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont les natifs de juin. Et que la Providence continue de nous garder, nous donner la force, la santé, de continuer à faire ce travail pour le bien de notre pays. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des denrées périssables, comme j'ai l'habitude de le dire. Le terme est choquant, mais c'est la vérité. Nous sommes des denrées périssables. Nous sommes des denrées périssables. Et donc, il n'y a que nous qui puissions le faire. Chacun joue sa partition et puis il passe derrière le rideau et puis la vie continue. Il y a Churchill qui disait, et Churchill qui était un très grand homme d'État du XXe siècle, hein, qui disait que nous devons notre liberté à des hommes qui ne plient pas. Nous devons notre liberté à des hommes qui ne plient pas, qui ne s'agenouillent pas et qui ne se soumettent pas. Nous devons notre liberté à des hommes qui ne plient pas, qui ne s'agenouillent pas et qui ne se soumettent pas. Une manière de dire que ce sont les insoumis qui font le monde. Ce sont les gens qui remettent en cause les certitudes qui font progresser le monde. Donc la critique est nécessaire pour faire avancer notre pays. Surtout qui n'est pas le mieux loti aujourd'hui. Donc je voudrais humblement dire merci à tout le monde pour le temps que vous avez passé à me suivre, à suivre tout mon monologue jusqu'à présent. Nous essayons la semaine prochaine, si je verrai s'il y a le direct, on va combiner avec TikTok. Donc il y a les techniciens qui travaillent pour qu'on puisse combiner tout ça avec TikTok. Et puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont sur TikTok, on va combiner avec TikTok pour que lorsque j'organise les directs, cela puisse être visible sur YouTube, TikTok et puis Facebook. Donc voilà, la semaine prochaine, ça serait effectif. Donc je tiens à dire merci à tous ceux qui m'ont suivi et puis je vous souhaite un bon dimanche et puis un très bon début de semaine et merci à tous.